Alors, cette semaine, j'ai l'honneur d'accueillir Sonia de la Business Girl Academy qui va nous parler de son parcours salarial. Aujourd'hui, elle est coach business et ça depuis 6 ans, mais on va se focaliser sur les raisons pour lesquelles elle a basculé vers l'entrepreneuriat. Et tu verras que finalement, un épuisement n'est pas toujours lié à une surcharge de travail, mais des fois, il est lié à une perte de sens. Donc, on va parler plus de brown out. Ceci dit, les symptômes sont les mêmes et les étapes sont les mêmes. Bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, naturopathe et coach anti-burn-out et ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour recharger tes batteries et être épanouie. Chaque semaine, que ce soit en solo ou avec une nana inspirante, on parlera dévalorisation, échec, déprime, mais aussi résilience, espoir, reconversion et surtout trichothérapie. Si tu veux sortir du cercle vicieux du stress, si tu veux retrouver ton peps, ta motivation, ton envie de faire les choses tout en étant accompagné avec une méthode bien adaptée à tes besoins et tes ressources, je t'encourage à réserver ton appel diagnostic. Tu trouveras le lien dans le descriptif de cet épisode. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Bonjour Sonia. Bonjour Sarah, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va, super, merci pour l'invitation. Je suis très heureuse. Mais avec plaisir. Petite anecdote en fait, moi j'ai connu Sonia, ouais, tu étais la première formation de marketing pour moi. Donc quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'avais besoin de savoir comment gérer un peu tout ce qui est site internet, réseaux sociaux et tout ça. Et en fait la business class, non c'était quoi? Money Lifestyle. Lifestyle business. Voilà, la Money Lifestyle Business, c'était ma première formation où j'ai tout appris pour être honnête. Jusqu'à aujourd'hui, hein. Ça m'arrive d'y retourner parce que je me rappelle plus dans Tailwind comment ça se fait, parce que je me rappelle plus ce truc-là. Attends, elle avait parlé d'un outil, c'était quoi? Je me rappelle plus. Jusqu'à aujourd'hui, j'y retourne encore à cette formation. Je revois encore quelques vidéos pour des petits rappels de tout ce qui est marketing. Mais avant d'être entrepreneur, t'étais dans le salariat. Eh ouais. Je suis pas née entrepreneuse, j'aurais aimé, mais c'était pas le cas. Non, j'étais dans le salariat pendant un peu plus de 15 ans. J'ai commencé à travailler très tôt. Moi, j'ai commencé à l'âge de 16 ans. En fait, c'était le tout début des contrats d'apprentissage. Et tu peux être en alternance et à l'école et en entreprise. Et elle m'a dit, tu touches un pourcentage du SMIC de l'époque. Alors, c'était pas grand-chose, hein, je te dis la vérité. Je crois que ma première fiche de paye, c'était 800 francs. Hein. Bah ouais, désolée, je suis plus toute jeune. Attends, moi, en plus, je suis arrivée en France, on était déjà en euros. Du coup, je suis même pas passée par la phase, attends, laisse-moi calculer. J'ai aucune idée. 800 francs, ça nous fait 800 francs, ça doit faire un peu entre 120 et 130 euros. Ouais, t'achètes un parfum, quoi. Et encore, non, parce que nous, à l'époque, on avait de la chance, c'est que les parfums coûtaient beaucoup moins cher. Il n'y avait pas l'inflation d'aujourd'hui. Donc, malgré tout, avec 800 francs, donc 130 euros, tu arrivais quand même à faire de belles choses. Enfin, de belles choses. Pour une jeune fille, à l'époque, c'était pas mal, tu vois. Ça me permettait d'acheter quelques fringues et puis de donner un petit peu à ma mère, histoire de rentrer les courses, et voilà. Mais voilà, c'était ça. Et donc, du coup, j'ai fait un BEP comptabilité. J'étais persuadée que parce que j'étais bonne en maths, que je serais bonne en compta. Donc, je me suis dit, et puis c'est un peu, excuse-moi, mais la seule école qui m'avait acceptée à l'époque. Donc, j'ai fait un BEP compta. Je me suis retrouvée dans une entreprise à Opéra, donc avenue de l'Opéra, une entreprise très froide. J'ai le souvenir mais vraiment, on me traitait vraiment comme une merde. Donc, en plus, jeune et tout. Je faisais le café pour le patron. Je devais caresser son chien parce que son chien venait à chaque fois à côté de moi. Puis son chien était moche en plus. Il avait un œil de travers. Il avait un problème à la queue. Il avait une boule, un kyste à la queue. Le chien, il était dégueulasse.
Le pauvre, il était malade, mais le chien venait à chaque fois. Alors, je ne sais pas s'il sentait les ondes positives qu'il y avait. Il venait toujours se mettre à côté de moi. Et bref, tout ça pour te dire qu'on m'envoyait toute la journée acheter du PQ, acheter du café, faire du café. Dans les années 95, donc il y avait une grande grève de métro parce qu'à l'époque, les gens, enfin le peuple, quand ça allait pas, ils sortaient dans la rue, ils faisaient des vraies grèves. Et donc à l'époque, en 95, il y a eu une grève de plus d'1 mois et demi, il me semble, sans métro. Donc, moi, je faisais tous les matins Clichy, Opéra déjà à pied. Et quand j'étais là-bas, on m'envoyait, toute la journée, je marchais dans Paris à aller emmener des dossiers à droite et à gauche. Donc, j'étais contente quand on me faisait sortir parce que je n'étais pas dans le bureau où j'étais enfermée, où on me demandait de faire la vaisselle, traiter des tâches, mais vraiment, tu sais, des trucs qui étaient inintéressants, archiver des dossiers, classer des dossiers par ordre alphabétique. J'ai fait ça, pendant 2 ans. Et puis, j'ai eu quand même mon BEP comptabilité. Après, j'ai passé des degrés de comptabilité. J'ai eu jusqu'à 3 degrés de comptabilité. J'ai changé d'entreprise parce que je me sentais vraiment pas bien. J'étais embauchée par le patron de mon frère qui était coursier dans une boîte de coursier. Et ce patron-là était tellement gentil, généreux. J'avais des primes, il me remerciait. Vraiment, alors du coup, j'avais envie vraiment de donner tout ce que je savais et d'apprendre. Donc, de comptable, je suis passée à secrétaire, j'étais commerciale, j'ouvrais sa boutique le matin, j'ouvrais sa boutique le soir. Je venais le week-end lancer la facturation. J'avais les clés de la boutique à 18 ans, tu vois. Et il partait en vacances avec sa femme, il me laissait les clés de la boutique. Ça m'a vraiment responsabilisée, ça m'a vraiment, pour le coup, ça fait du bien à l'estime de soi au final. Ouais. Tu es une grande personne, tu gérais j'étais toute jeune, tu vois, et c'était cool, tu vois, d'avoir un patron qui était comme ça. Et il a été super cool avec moi. Et le contrat s'est terminé au bout de 2 ans. Pareil, c'était encore un contrat de qualification. Il m'a dit, je suis désolée, j'ai pas les moyens de te prendre hors contrat de qualification. Et j'ai trouvé une annonce, parce qu'à l'époque, c'était encore les journaux. Le papier et tout. Dans le métro, je lisais et j'ai trouvé une annonce et j'ai appelé. C'était pour une boîte d'assurance et on m'a intégré à un pôle qui s'appelle le pôle sinistre, donc la gestion des sinistres automobiles et habitation. Et on m'a formée comme ça pendant plus de 3 mois parce qu'il faut quand même apprendre le code des assurances, la responsabilité civile, ce genre de choses. C'était très intéressant et j'ai fait ça pendant près de 4 ans. Donc j'étais gestionnaire sinistre dans une société d'assurance et après j'ai été recrutée par une grande banque. Donc en tout, le salariat, j'en ai fait pendant un peu plus de 15 ans. Et à un moment donné, j'ai pu réussir à rester dans le salariat. Vraiment, j'en étais devenue allergique, mais vraiment allergique. Et c'est lors de ma 2e grossesse que je me suis dit, il faut que tu fasses quelque chose. J'avais vraiment cette phobie du boulot, c'est-à-dire qu'au lieu de savourer cette grossesse-là et de me dire, je suis en congé maternité, je vais prendre le temps, ma fille va arriver, ça va être beau. Et moi, je pensais tous les jours à comment ça va être quand je vais accoucher, quand mon congé maternité va se finir et qu'il faut que je retourne travailler. Je pensais ça, toute la journée. Toute la journée, ça me rendait malade. Et je me suis dit, Sonia, il faut que tu fasses quelque chose. C'est pas bon parce que tu es en train de te rendre malade, tu vis pas une belle grossesse, ça peut être aussi dangereux pour le bébé, tu vois, d'être stressé comme ça continuellement. Et c'est là où j'ai commencé, à l'époque, j'avais un blog déco, je faisais de la mosaïque, je travaillais le verre Tiffany, le verre américain, je retapais des chaises, des tables, des vieux meubles et j'ai voulu créer un blog dans le but de partager un petit peu mes créations sur le web. Et donc, pour créer ce blog, je n'avais aucune notion, moi, de design, de développeuse ou de ce genre de choses. J'ai commencé à regarder des tutos sur Internet et j'ai trouvé ça super sympa et je trouvais ça génial de pouvoir apprendre à faire quelque chose de chez soi, sans bouger, juste en regardant une vidéo sur YouTube de quelqu'un de sympa qui a décidé de partager ses connaissances gratuitement. Au fur et à mesure de mes connaissances, j'ai voulu apprendre un peu plus. J'ai commencé à acheter des programmes en ligne et à me former. De ce que je trouvais en France, c'était génial. J'ai appris énormément de choses, mais il me manquait des choses et j'avais besoin de cette part féminine que je ne trouvais pas chez les coachs et les business en ligne français. Et du coup, j'ai basculé du côté des États-Unis où là, il y avait plein de nanas
qui partageait plein de choses, qui vendait des programmes. Et là, c'était vraiment hallucinant. Je pouvais rester jusqu'à 2-3 heures du matin sur Internet à apprendre des choses, à me former sur des tutos qui étaient en anglais où je comprenais peut-être que 30%. Mais même en ne comprenant que 30%, j'arrivais quand même à gérer le truc. Et c'est là que j'ai commencé à partager moi aussi mon savoir, à créer un blog, la Business Girl Academy, à partager mes découvertes. Mon quotidien de maman aussi un petit peu débordé, et puis mon envie d'être libre et de ne plus jamais retourner dans le salariat et de pouvoir créer un business en ligne. Donc à force comme ça d'apprendre, de me former, d'acheter des programmes, de faire partie de mastermind, de coaching, de choses comme ça, j'ai énormément investi en moi, en me disant que ça pourrait être une bonne chose pour le futur, et que en créant les choses par moi-même, je ne serais plus jamais déçue, parce que le salariat m'avait déçue dans le sens où j'intégrais une entreprise avec des valeurs qui n'étaient peut-être pas les miennes ou sur lesquelles je ne me retrouvais pas. J'ai ce côté aussi un petit peu... alors, je suis très sociable et à la fois très sauvage. Donc, du coup, je suis très sociable, c'est-à-dire que quand je me sens bien dans un environnement avec des personnes qui m'intéressent et tout ça, ça va être cool. Et puis, si je me trouve dans un endroit où je sens que les énergies ne sont pas bonnes, je me referme tout de suite et je deviens tout de suite sauvage et j'ai envie de parler à personne. Ça t'absorbe tout, c'est ça en fait. Voilà. Et j'ai envie de parler à personne. Et en fait, c'était ce côté-là du salariat qui me dérangeait, c'était d'être en open space avec des gens qui me correspondaient pas forcément. Alors bon, tout le monde ne peut pas te correspondre, c'est pas le problème. Il faut un minimum. Donc en fait, quand tu es en open space, tu es tout le temps immergé avec des gens, tu entends tout le bruit de chacun, les machines de café, l'imprimante, la photocopieuse, les téléphones. Ça. Si c'était que ça, si c'est que la machine à café, la machine à café me dérange pas, ni l'imprimante. Mais parfois, c'est la négativité des gens, c'est les gens qui racontent toute leur vie, celui qui se dispute avec sa femme, qui va raconter à l'autre collègue, et puis toi, tu es là, raconter tous ses problèmes, et tu es un peu comme une éponge, et tu absorbes tout ça, et puis tu n'es pas forcément d'accord avec sa manière de gérer son conflit avec sa femme. Alors, puis moi, qui suis un peu grande gueule, j'ai toujours tendance à venir m'immiscer dans le truc et dire « mais non, mais ta femme, elle avait raison ». Et voilà, et en fait, ça fait un effet qui est néfaste sur le temps. Et j'ai ressenti le besoin comme ça, quand j'ai eu ma grossesse, quand j'ai été enceinte, de me renfermer un petit peu et d'être avec moi et d'être avec la personne avec qui je m'entends le plus. C'est moi. Toi-même, quoi. Mais voilà, sur le coup, je me suis dit, allez, si je devenais ma meilleure amie, ça pouvait être sympa. Si j'arrêtais les ondes comme ça de venir m'atteindre, si j'arrêtais le regard des autres, parce que ça t'impacte dans une vie, tu vois, dans une vie où tu es comme ça obligé de vivre en communauté la journée, tu vois, même si c'est pas toute la vie, mais c'est quand même 8 heures par jour. Ça devient difficile, tu vois, et moi, c'est un truc que je supportais plus. Donc, j'avais besoin de me retrouver avec moi-même, avec ma famille, avec mes enfants, et me protéger et me coucouner, voilà. Et est-ce qu'à l'époque, donc là, toujours avant le congé maternité, pendant ces 15 ans de salariat, est-ce que tu avais cette conscience de c'est aligné avec mes valeurs ou non, je suis plutôt solo, sauvage ou sociable? Est-ce que tu avais cette notion de connaissance de soi au final? Pas du tout. Aucune connaissance de moi, mais alors aucune. Je savais juste que mes émotions me faisaient ressentir que je n'étais très souvent pas à ma place en fait. Et ça devient gênant avec le temps. Je me disais, c'est pas possible. Tu sais, quand il y avait des réunions, quand il y avait des repas de fin d'année. Alors, bien sûr qu'il y a des personnes avec qui je me suis très bien entendue et qui sont encore mes amies aujourd'hui dans le salariat, heureusement, parce que c'est ce qui m'a fait tenir quelque part. Mais c'est difficile de s'entendre, surtout dans des grosses boîtes avec tout le monde. Alors, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde, sauf que moi, j'arrive pas à faire semblant. Alors, c'est peut-être là le gros problème, c'est que quand j'aime pas, j'aime pas. Quand je me sens mal, je me sens mal et je le fais savoir. Et quand ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Et j'ai pas envie de faire semblant que ça m'intéresse. Donc, du coup, il y avait ce truc où, tu sais, cette hypocrisie ambiante où pour des primes ou pour ceci, on va se faire passer pour la meilleure personne et puis on va dire
on va dire à la responsable qu'elle a une belle robe ou qu'elle est jolie ou qu'elle a aujourd'hui. Et tout ça, moi, j'arrivais pas à l'accepter parce que dans la vie, je suis pas comme ça. Et en fait, même si je ne le faisais pas, ça me dérangeait de voir les autres le faire. Et puis, dès que la responsable elle rentre dans son bureau, les nanas, tu les entends en train de rire, en train de dire franchement, sa robe, elle est vraiment moche. Alors que elle était en train de lui dire qu'elle était belle, tu vois. C'est tous ces trucs-là où je me suis dit, mais je suis pas dans ce monde-là, je suis pas comme ça. Et j'arrive pas à m'adapter à ça. Donc, je n'avais pas cette conscience de moi, de valeur, de tout ça. J'avais juste un truc qui me disait, Sonia, il y a une chose qui est sûre, c'est que tu ne sais pas faire semblant. Et dans ce monde-là, on te demande beaucoup de faire semblant. Donc, soit tu restes dans ton monde à toi où tu fais pas semblant et les gens t'apprécient ou ne t'apprécient pas tel que tu es, soit tu restes dans ce monde-là et malheureusement, ça va être difficile tous les jours. Donc voilà, je savais pas où j'allais, je savais pas ce que j'allais faire, je savais pas comment j'allais gérer tout ça. Je savais juste que ce monde-là ne me plaisait pas. Ouais. Et puis j'imagine que ça avait un impact sur ta fatigue émotionnelle, parce que la fatigue, c'est pas juste j'ai mal au dos, j'ai mal aux jambes, j'ai marché toute la journée, mais le fait d'être dans la résistance, parce que en gros toute la journée tu vois faire des choses, tu entends dire des choses, elles viennent te piquer pour que toi tu ouvres la bouche comme tu disais et pour que tu fasses justice un peu à tout le monde. Donc tu étais dans la résistance. Est-ce que tu avais l'impression, par exemple, je sais pas moi, peut-être une anecdote ou quoi, où en rentrant le soir, ça avait un impact sur vraiment ton moral? Ah oui, bah clairement, oui. Ça avait un impact sur mon moral parce que j'étais désagréable chez moi, parce que je devenais désagréable auprès des autres, parce que moi-même, je voyais bien que je devenais même désagréable au travail. Tu sais, je m'étais forgé cette carapace un petit peu de personne insociable. C'est-à-dire que la fougue de ma jeunesse, de mes premiers métiers où j'étais souriante, où j'étais joviale, où j'avais envie d'apporter le petit déjeuner pour tout le monde et tout ça, je voyais que ça avait réussi à atteindre même ça. C'est-à-dire que le fait d'être souriante, joviale, sympa, je ne l'étais plus. J'étais devenue ce zombie qui vient au travail, qui tire la gueule et qui devient désagréable. Et ça, ce n'est pas l'image que j'avais envie, de donner aux autres. Mais deux, c'est surtout pas l'image que j'avais envie de voir de moi. Et pourtant, c'est comme ça que je suis devenue. Donc après, tu pars à reculons au travail. Le dimanche soir, je t'explique même pas les déprimes que j'ai. La déprime. C'est-à-dire que tu as 2 jours, tu as le week-end pour te détendre. Et hop, le dimanche soir, mais alors là, les dimanches soirs d'automne et d'hiver, déjà que moi, la saison d'automne et d'hiver, c'est la saison où je suis pas la plus sympa. Mais là, en sachant que le lundi, donc le dimanche où il fait nuit à 4 heures, où il pleut, où il fait 3 degrés, je t'explique même pas dans quel état émotionnel j'étais. Ouais. Non, mais de toute manière, ce que tu expliques résume un peu vraiment la phase de résistance où il y a cette distanciation, tu n'as plus envie de voir les gens, tu as juste envie d'être dans ta bulle, chez toi, tranquillou. Tu dis bien que tu absorbé toutes les émotions négatives et ça t'impactait au point où toi-même tu devenais irritable et irrité. Et en gros, tu te reconnaissais plus, c'est-à-dire que tu avais tellement de plaisir. Moi, je reviens à ton poste où ça se passait très bien parce que tu avais énormément d'autonomie, que tu gérais ça comme tu voulais, que c'était chouette et tout ça. Donc, finalement, c'est pas la comptabilité le problème. Non, c'était pas ça. D'ailleurs, c'est la preuve que j'ai pas réussi à tenir plus de 4 ans dans un travail. C'est-à-dire que là, je te la fais courte sur mon CV, mais j'ai changé de société plein de fois parce que je me suis dit, c'est pas la bonne société, je suis pas dans le bon cadre, c'est pas les bonnes valeurs, c'est pas ceci, c'est pas cela. Sauf qu'à un moment donné, je me suis dit, Sonia, c'est peut-être toi le problème. En fait, c'est pas toi le problème. C'est juste que c'était pas la bonne forme. Toujours au même point. T'es toujours pas bien, tu te sens pas bien. Et j'avais ce besoin d'être autonome. Et je voyais bien que le salariat ne me permettait pas d'être autonome, d'être créative, de faire des choses avec mon instinct à moi, avec ma créativité à moi. Et c'est là que l'entrepreneuriat est arrivé naturellement en me disant ok, il n'y a aucune boîte qui est capable de te donner ça, Sonia, arrête de taper sur le doigt du salariat ou des sociétés ou des entreprises. Il y a des personnes qui sont très heureuses dans le salariat et qui n'ont pas envie de bouger et qui se sentent bien. Le problème,
c'est pas que c'est toi, c'est que ces sociétés-là ne t'apportent pas ce que toi tu recherches. Donc, si on ne t'apporte pas ce que tu recherches, va rechercher ce que toi tu recherches. Crée-le. Exactement, ouais. Donc, c'est pas le fond, le souci, c'est vraiment la forme. Et je dis ça parce que il y en a beaucoup, tu sais, qui ont des arrêts parce que le médecin dit, là, vous êtes en épuisement, donc c'est tout, rentre chez toi. Ces personnes-là, elles peuvent passer peut-être 2 semaines d'arrêt, voire même 3 mois, et ensuite, elles retournent dans leur lieu de travail. Et je sais, peut-être par manque de connaissances, vu que c'est pas quelque chose qu'on dit pour pas que les gens le font, mais tu vois, tu as des mi-temps thérapeutiques, tu peux demander à changer de poste, tu peux demander à réaménager les horaires, tu peux demander à changer d'équipe. Mais finalement, même si tu sais tout ça et tu le mets en place, ça ne va quand même pas et tu vas refaire de burn-out parce que c'est la forme qui ne va pas, parce que c'est l'open space qui ne va pas, parce que c'est le bureau de tous les jours, je vais au même endroit en prenant la même route. C'est ça qui ne va pas, c'est pas forcément ton travail. Parce qu'après tout, tu gérais quand même des problèmes, des galères, tu dis sinistre. Donc en gros, tu étais tout le temps en train de gérer des inondations, des dégâts des eaux, des trucs comme ça. Des cambriolages, des vols, des incendies. Donc déjà, j'avais des personnes qui t'appelaient dans une énergie négative à la base, hein, puisque bon, quand il t'arrive un truc comme ça, c'est pas sympa. Pour toi, il y a le stress, il y a tout ça. Alors, ça m'a permis de comprendre aussi que j'avais ce côté relationnel qui était assez easy pour moi, c'est que j'arrivais quand même à détendre les gens, parfois même à les faire rire et à leur dire, écoutez, ça va bien se passer, je vais m'occuper de votre dossier, on va essayer de faire en sorte que ça se passe bien et on va régler tout ça et c'est des choses qui arrivent. Et puis des fois, de sortir 2-3 blagues pour que ça soit sympa pour la personne. Donc ça, j'ai découvert que j'avais cet aspect-là où j'arrivais à donner le sourire aux gens qui n'allaient pas bien. Mais c'est vrai que c'est pas facile à force d'absorber tout ça tous les jours. Et voilà, et en fait, tu as raison, oui. Je l'ai fait tout ça, les arrêts maladie, me reposer 3 mois, me reposer 2 mois, aller voir le médecin, calmez-vous, et puis ça va reprendre. Et retourner au travail, et puis le schéma se reproduit, et il n'y a rien qui va. Et puis jusqu'au jour où à un moment donné, tu te dis, attends Sonia, tu vas faire ça combien de temps en fait ? Donc à un moment donné, je me suis dit, le problème, c'est pas que le problème vient de toi, c'est que l'environnement dans lequel tu es n'est pas forcément l'environnement le mieux pour toi, pour évoluer et pour c'est pas le plus favorable et c'est pas celui qui te permet d'être, comme tu disais, créative, de faire les choses avec le smile, parce que après tout, aujourd'hui, tu accompagnes des entrepreneurs. Alors moi, je dis entrepreneur avec un E. Je sais qu'il y en a, ils disent des entrepreneuses. Je préfère entrepreneur avec un E. Et ça reste l'entrepreneuriat, c'est pas non plus easy tous les jours. C'est difficile. Et quand tu coaches des gens, il y en a qui sont en difficulté. Et d'ailleurs, je suis certaine que tu en as beaucoup qui deviennent entrepreneurs suite à des burn-out. Donc, tu reçois quand même des personnes qui sont assez en difficulté, à pas de terme, qui sont en difficulté. J'ai jamais entendu parler autant du burn-out que depuis que je me suis mis à mon compte. En fait, je savais même pas que ça existait. Moi, je suis encore de la vieille école, c'est-à-dire qu'il y a 7 ans, j'entendais parler de dépression. Voilà, j'entendais parler de dépression. Le mot burn-out, je l'avais très rarement entendu. Et c'est lorsque j'ai fait des bootcamps à l'étranger, des ateliers sur Paris, que à chaque fois qu'on faisait un tour de table comme ça, que chaque personne devait se présenter, je sors d'un burn-out. J'ai vécu un burn-out. Et des fois, dans des tables, elles sont 80%. Je t'assure que des fois, on devait être 10 autour de la table. Sur les 10, il y en avait 7 qui sortaient d'un burn-out ou qui est en train de... Et je me suis dit, mais je n'ai jamais... Et je trouvais ça grave, en fait. Je trouvais ça grave que les entreprises laissent partir des perles comme ça, laissent partir des personnes qui ont autant de compétences, autant de talents. Ces personnes-là, pour moi, c'est des personnes qui ont un truc en plus. Quand tu es relié comme ça, quand tu arrives à avoir ce lien fort avec tes propres émotions, sincèrement, je t'assure que si la personne sait te parler, sait te prendre et sait te mettre en confiance, je peux t'assurer qu'une personne qui est aussi bien reliée à ses émotions peut rendre ton entreprise, mais faire décupler les chiffres d'affaires. Mais si les patrons savaient parler à leurs salariés, je t'assure qu'on aurait plus de femmes heureuses en entreprise, on aurait beaucoup moins de burn-out et on aurait des entreprises qui décuplent leur chiffre d'affaires chaque année s'ils avaient pris le temps de parler à ces personnes-là et de les faire évoluer et de les écouter et de les mettre dans un environnement sain
pour qu'elles puissent vraiment briller à travers leur... S'épanouir. Tu vois, les phrases du type exploiter ton potentiel, exploser ton potentiel, briller comme tu dis, s'épanouir. C'est tellement dit et redit, les gens ne comprennent pas le sens. C'est que le portrait d'une Bernie, tu vois, quelqu'un qui fait comme ça un épuisement, on a tendance, la société dit que épuisement, t'es épuisé, tu te mets en arrêt, la personne elle se dit je suis nulle, je suis faible, les autres y arrivent, moi non. Mais en réalité, le portrait robot de quelqu'un qui fait un épuisement comme ça, un syndrome d'épuisement, c'est parce qu'il avait tellement de ressources, c'est parce qu'il était tellement motivé, c'est parce qu'il s'est donné à fond, c'est parce qu'il met du cœur à l'ouvrage, c'est parce qu'il est authentique, c'est parce qu'il se donne à fond. Et surtout, il y a ce que tu disais, ces personnes qui sont reliées à leurs émotions, qui se connaissent et qui absorbent tout. Donc en fait, réellement, elles ont beaucoup de potentiel, vrai, beaucoup de compétences relationnelles, intellectuelles, tout ce que tu veux. Et à un moment donné, elles voulaient tellement bien faire et tout faire et bien gérer qu'elles sont tombées dans l'excès. Donc au contraire, une Bernie, c'est tout sauf faible. C'est vraiment des personnes qui ont beaucoup de ressources. Et comme tu dis, si on prenait le temps de les mettre dans des environnements non hostiles, dans des endroits plus sains, elles pourraient faire leur travail sainement et de façon super efficace. En fait, c'est à ça que ça revient de dire exploiter ton potentiel. Et je comprends tout à fait qu'elles s'orientent vers l'entrepreneuriat parce que même s'il y a des choses qui se font maintenant en entreprise, de façon très lente, on est bien d'accord, mais on n'y est pas encore. Et d'ici là, les personnes, elles se cherchent une forme qui leur convient. Et généralement, c'est l'entrepreneuriat parce que tu dis, c'est là où je peux être créative. C'est là où je peux faire ce que j'ai envie de faire. Et pour revenir à tes sinistres, aujourd'hui, tu gères quand même des difficultés. Et tu les gères, j'imagine, je parle à ta place, mais j'imagine que tu les gères beaucoup mieux. Oui, bien sûr. Oui, vraiment. Aujourd'hui, à travers mon parcours, parce que j'ai aussi beaucoup appris, très clairement, je peux aider une entreprise ou une personne, une entrepreneuse, parce que je suis passée par là, parce que c'est mon expérience qui parle. Et je sais qu'une entrepreneuse, très souvent, au début, elle est dans ce truc de se lancer dans un projet, donc elle a cet engouement, cette énergie et tout ça. Et à un moment donné, cette énergie, elle part parce qu'il y a les débuts, il y a la motivation, mais la motivation, elle ne suit plus sur la durée. Et on arrive au problème de finances, de comment faire tourner une entreprise, parce que être entrepreneur, c'est être multicasquette, quelque part. C'est ça, ouais. Mais au bout d'un moment, tu veux plus pour pouvoir faire plus, parce que c'est ton entreprise, tu veux que ton entreprise elle grandisse. Et là, il faut aller vers des stratégies autres que juste du bricolage qu'on a fait au tout début. Et c'est là que j'interviens pour justement mettre de vraies stratégies en place, des stratégies marketing, mais aussi le mindset, parce que c'est la base de tout en réalité. Et voilà, donc oui, c'est aussi mon métier aujourd'hui. C'est tous les projets les projets qui bug, les projets qui décollent pas comme c'était prévu, tous les couacs, toutes les erreurs. Quand tu parles de mindset, par exemple, parlant de résilience, un entrepreneur, tu sais qu'à un moment donné ou un autre, tu vas lancer quelque chose et bim, ça marche pas. Ça reste très frustrant pour une personne. Et toi, elle va venir et elle va te raconter en larmes, j'ai tout fait comme il faut, ça fonctionne pas. Tu pourrais dire, ouais, j'absorbe trop de négativité, ça va pas, je change. Mais le fait d'être dans un environnement que tu gères, que tu es autonome, tu te sens créative, tu vois, tu es dans de bonnes vibes, tu t'entoures de personnes qui sont motivées et positives comme tu en as envie. Tu n'as plus ces petits parasites et tout. Tout ça fait que tu es blindé pour aller bien gérer les difficultés des autres avec le smile et j'espère jamais d'épuisement. Parce qu'attention, un entrepreneur peut aussi faire un burn-out lorsqu'il est mal entouré et qu'il n'a pas les bonnes clés et tout ça. Mais tu as beaucoup moins de risques lorsque tu te sens surtout autonome et créatif. Je pense que c'est un point un peu commun pour tout le monde. C'est le fait de ne pas avoir 15 000 protocoles, que des fois même les protocoles se contredisent et que tu as envie de prendre des initiatives mais tu ne peux pas parce que tu as un chef qui t'a dit reste calme. Tout ça, ça peut pousser à du bore-out. Tu vois, on ne sera plus dans la surcharge de travail, on sera dans un travail répétitif qui n'a pas de sens ou dans l'ennui total, un truc qui ne va pas solliciter tout ton intellect. Tout ça peut pousser aussi à un épuisement. C'est vrai. Tu vois, toi, c'est pas vraiment la surcharge de boulot, c'est vraiment ça te correspondait plus.
C'est vrai. Non, c'était pas du tout la surcharge de boulot. Hein. Vraiment, c'est que ça me correspondait plus. J'arrivais à une phase, je pense à un moment donné aussi, où voilà, tu as besoin de faire des choses pour toi et qu'elles aient du sens. Et moi, ça n'avait plus de sens pour moi. C'est ça. Le fameux métro, boulot, dodo, ça n'avait plus de sens pour moi. J'avais besoin de faire quelque chose de autre, d'apporter mon aide à mon échelle, hein, mais de le faire autrement et que ça puisse me nourrir moi aussi et faire en sorte que je m'épanouisse. Voilà, j'avais besoin d'épanouissement et je n'étais pas épanouie dans le salariat. Donc, c'était l'occasion. Et qu'est-ce que tu as fait du coup pour t'épanouir justement? Par exemple, le blog, tu l'as fait après avoir arrêté ton boulot ou pendant le travail? Pendant le congé maternité. Je l'ai vraiment fait comme une thérapie. Ça a été ma thérapie en fait. Ça a été ma thérapie de partager mon quotidien. Et puis je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps que j'avais des retours de nanas qui me comprenaient et qui étaient aussi dans le même cas que moi. C'était tout un truc parce que j'étais quand même une sacrée révoltée. J'ai toujours été révoltée, moi, partout. C'est fou, mais j'ai toujours été révoltée. Je suis révoltée des choses qui n'ont pas de sens pour moi. Voilà, c'est ça le truc. Et du coup, voilà, l'entrepreneuriat, c'était un peu, je fais ce que je veux, quand je veux, je dois rendre des comptes à personne. Et ça m'allait très bien, tu vois, vu que je suis une révoltée. C'est ça, ça correspond à ta personnalité. Voilà, ça correspond à ma personnalité. Je fais ce que je veux, quand je veux. Si j'ai pas d'argent, c'est de ma faute, c'est parce que j'ai pas bien géré tout ça. Et puis si j'en ai, c'est parce que j'ai bien travaillé. Et voilà, donc au moins, ça avait l'avantage d'arrêter de taper sur les doigts de tout le monde. Ouais. Parce que, comme je t'ai dit, je commençais à devenir cette personne aigrie qui tirait la gueule au travail. Qui disait que c'était la faute du président, que c'était la faute de l'inflation, que c'était la faute de la droite, de la gauche, de ceci, de cela, si ma vie était merdique. Et à un moment donné, je me suis quand même responsabilisée. Je me suis dit, Sonia, tu peux quand même changer les choses sans pour autant changer les choses à l'échelle mondiale ou nationale. Tu peux déjà changer toi, ton environnement tout seul, quoi. Ça peut être sympa de faire ça. Et donc, du coup, moi, ma thérapie, ça a été de lire, d'apprendre. Voilà. J'avais ce besoin, j'avais l'impression, c'est un peu comme si que j'avais laissé mon cerveau sans eau, sans nourriture depuis des années, était assoiffé de connaissances et que je lui avais pas donné tout ce qu'il aimerait apprendre. Et donc, du coup, j'ai eu ce truc où je me suis beaucoup renfermée à apprendre, à lire, à acheter plein de livres sur Amazon, sur plein de sujets, mais divers et variés. Et là, ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà, moi, ma thérapie, ça a été la lecture, apprendre, faire des tutos. Alors là, les tutos sur YouTube, moi, YouTube, vraiment, je suis fan de YouTube parce que j'ai vraiment appris énormément de choses. Mais ce qui était important pour moi, c'était d'apprendre, d'appliquer, de tester pour que ce soit complet. Tu vois, c'était pas juste apprendre un livre, c'était pas juste lire un livre, c'était l'apprendre, le théoriser à ma manière et appliquer ce que j'avais appris. Et c'est Albert Einstein qui dit la connaissance s'acquiert par l'expérience. Tout le reste n'est que de l'information. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que j'ai retenu sur ces 6 dernières années, c'est que tout ce que j'apprends, je dois automatiquement le tester. Si je ne le teste pas, c'est juste une information. Voilà. Et c'est tout. Et voilà, ma thérapie à moi, ça a été vraiment d'avoir ce côté un petit peu égoïste. J'ai pensé... Primaire, c'est-à-dire un égoïsme dont l'individu a besoin. Voilà. On en a besoin. On ne peut pas toujours être dans le partage, dans l'échange, dans le service à l'autre. On a besoin d'être égoïste. J'ai pas été sociable pendant peut-être 2-3 ans. Je ne sais pas, ça a été ma manière à moi de faire, hein, mais je sortais plus, j'avais pu voir des copines. Je n'avais plus ce besoin, alors que j'ai toujours été très coquette. Hein, j'ai toujours acheté énormément de fringues. J'adorais le shopping, j'adorais tout ça. Et quand j'ai commencé à rentrer dans cette thérapie de connaissances, de lire, d'apprendre, de tester, d'expérimenter, j'ai plus du tout ressenti ce besoin d'exister aux yeux des autres.
Et au final, avec le temps, aujourd'hui, je suis toujours un petit peu encore renfermée. Je suis très souvent, je crois que je suis 80% du temps toute seule avec moi-même. Je me suffis à moi-même et c'est très bien. C'est cool, tu vois, il y a 20% du temps où je vois quand même des amis, où je sors et tout. Mais 80% du temps, je suis avec moi. Voilà, je prends soin de moi. Je prends soin de moi parce que je pense que pendant des années, je n'ai pas pris soin de moi. Même si je pensais prendre soin de moi en allant faire du shopping, en allant acheter du pain, en allant chez le coiffeur, en allant chez l'esthéticienne, et ben, je pense que je comblais un vide intérieur. Je veux combler un vide intérieur que je n'ai plus besoin de combler aujourd'hui parce que je suis entre guillemets en paix. Je ne suis pas en paix tous les jours. Il y a des jours où on se dispute entre moi et moi. Ah, si tu passes 80%, obligé à un moment donné, la cohabitation, elle devient difficile. Voilà. Mais je suis plus en paix aujourd'hui avec moi-même que je ne l'ai été avant. Bah, déjà parce que l'écriture est une thérapie, ça de une. S'exprimer, tu sais, parler, raconter sa vie, même si des fois c'est du blabla, c'est thérapeutique. Donc les blogs, c'est vraiment, ça fait beaucoup de bien parce que t'écris, tu poses des mots, tu réfléchis pour faire des phrases et tu racontes. Tout ça, ça fait énormément de bien à soi. Et la curiosité intellectuelle, tu sais, quand je disais, toi, c'est pas la surcharge de boulot, mais c'était vraiment de la perte de sens et de l'ennui. Et le fait d'apprendre, c'est venu combler ton fameux besoin que jusqu'ici, tu comblais par des achats. Ce qu'on fait tous, hein. Le shopping, le chocolat, les restos, c'est de la dopamine rapide et immédiate. Donc, ça nous fait du bien. Toi, visiblement, tu avais besoin de changement, de découvrir et ouais, d'expérimenter de nouvelles choses. Et une fois que tu t'es lancé là-dedans, ça a été beaucoup mieux. Clairement, et j'imagine qu'il n'y a pas eu que ça. Tu sais, quand tu parlais des masterminds, est-ce qu'il y avait cet aspect mindset aussi? C'est à 90% du mindset. Tu apprends de l'expérience des autres. C'est que j'ai compris que les déclics que pouvait m'apporter la vie, très souvent, venaient de la parole de certaines personnes qui avaient vécu une certaine expérience. Donc voilà pourquoi je m'inscris à des masterminds. Mais des déclics, j'en ai eu dans des networking, dans des conférences en ligne, j'en ai tous les jours dans la rue quand je parle avec des personnes et que je les écoute. Je pense que c'est important d'écouter les autres parce que chaque personne a quelque chose à nous apporter de bon dans notre vie. Mais à l'échelle de chacun, on peut se créer un groupe d'amis, un groupe de personnes qui sont dans la même dynamique que nous et s'entraider comme ça, des groupes WhatsApp. Aujourd'hui, les réseaux sociaux font tout pour ça aussi. Alors, il y a les mauvais côtés des réseaux sociaux, mais il y a le super bon côté où on peut avoir des groupes comme ça avec des personnes sympathiques où on peut partager son quotidien, ses envies, ses besoins, ses aspirations et échanger comme ça avec des personnes qui sont au même niveau énergétique que nous, sans se pourrir la vie avec des gens avec qui on n'a pas envie de passer du temps. Pour faire juste un petit parallèle avec mon accompagnement sur 6 mois, une fois, il y a une nana, elle m'a dit alors j'ai lu beaucoup de livres, j'ai vu beaucoup de masterclass, donc normalement j'ai appris pas mal de choses. Genre, qu'est-ce qui va m'assurer que si je m'inscris dans ton accompagnement, je vais apprendre quelque chose? Et en fait, cette dame, je dis déjà, alors moi, c'est des coachings de groupe. Pourquoi? Parce que justement, cette intelligence collective, je sais qu'elle est particulière et que le fait d'être dans un groupe où les personnes, elles sont plus ou moins dans le même état que toi, où les expériences sont différentes, mais le fait de discuter sur une problématique tous ensemble et que chacun partage et compagnie, il y a les fameux déclics dont tu parles et tu vas te reconnaître et ça va te parler et ça va te motiver. Bref, l'intelligence collective. Et donc, je lui dis, c'est pas, je vais apprendre quelque chose. En fait, c'est l'ambiance. C'est le fait d'être dans le groupe, c'est le fait de parler. Et ça, c'est sûr et certain que chaque groupe, chaque moment, chaque instant est différent. Et ce qui va en ressortir est différent. Et tu n'auras jamais la même chose, ni dans tes livres, ni dans les masterclass, parce que je veux dire, un livre, c'est un livre. On est d'accord? Une théorie, ça reste une théorie. Elle sera toujours la même, qu'importe la vidéo, qu'importe le livre. La théorie, c'est la théorie. Mais le partage, le vécu, le groupe, ça a une valeur que tu ne trouveras pas ailleurs parce que ce sera jamais les mêmes personnes, ce sera jamais les mêmes sujets, ce sera jamais les mêmes histoires. C'est ça qui fait la magie du truc, entre guillemets. Et donc, en fait, je sais pas pourquoi ça me fait penser à
apprendre ce que tu disais tout à l'heure, hein, avoir l'information, c'est pas la fin. Il faut la mettre en pratique, il faut la vivre en collectivité. Et des fois, tu peux avoir tes déclics, tu peux avancer beaucoup plus lorsque tu es entouré d'un groupe qui t'a fait. J'ai pas parlé de ça. La créativité, super. Je veux dire, l'art-thérapie, pour tout ce qui est mental, c'est essentiel. J'ai complètement oublié. Tu faisais de la mosaïque. Donc, tu as passé énormément de temps à manipuler, à travailler, à voir un objet prendre forme, le avant, le après, la créativité, mesdames. J'utilise le tricot dans mes accompagnements, mais toute activité créative est super importante. Et ensuite, petit à petit, tu es allé encore plus loin et là, tu as créé la Business Class Academy. La Business Girl Academy. Ouais, je vais y arriver. La Business Girl Academy. Le programme, oui, c'est Business Class, en effet. T'as raison. Juste, ça fait un mix des deux. Et là, tu voulais parler à une gente féminine pour que ce soit plus glamour, encore une fois, pour que ça te parle. Parce que c'est vrai que le marketing digital, il est très masculin, il est très homme. Donc, toi, tu viens ajouter du gold et du rose, du marbré. C'est à peu près. Et du coup, aujourd'hui, si tu devais donner un conseil à une personne qui est soit en burn-out, donc chez elle en arrêt, ou alors qui en pleine résistance à aller au boulot avec la boule au ventre, à être stressée toute la journée, à ne pas vouloir y retourner le lendemain, à très mal dormir la nuit parce qu'elle est pleine de cortisol et que ça va pas, parce qu'elle est irritable. Bref, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à cette fille, finalement, que tu étais à un moment donné? Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil pour qu'elle se mette un petit coup aux fesses? Je ne sais pas si je lui donnerais un conseil pour se mettre un petit coup aux fesses, mais juste pour qu'elle comprenne que son corps est en train de lui passer un message que la société a effacé. C'est-à-dire que la société, elle fait en sorte qu'on n'écoute pas nos messages internes, qu'on ne s'écoute plus. Le cerveau et le cœur, c'est coupé. Aujourd'hui, on est dans une société où on ne doit plus écouter nos sentiments, nos émotions. On doit tout refouler, on doit tout cacher et être productif. Voilà. Je pense que le corps, le cœur, te fait passer ce message-là qu'il y a quelque chose qui doit changer. Et si tu ne l'écoutes pas et si tu le refoules, ça reviendra en fait. Ça ne s'arrête pas en fait. On ne peut pas archiver ses émotions. On ne peut pas les archiver et dire non mais je ne veux pas t'écouter cœur, je ne veux pas écouter ce que tu as à me dire. Ça ne s'archive pas ces choses-là. Donc je pense que le cœur et son âme a quelque chose à dire et qu'il est important de l'écouter. Alors s'écouter comment? S'écouter tout simplement en prenant du temps pour soi, en lâchant prise. Je ne te dirai pas tout de suite. Encore une fois, comme je t'ai dit, moi, c'est l'entrepreneuriat qui m'a fait me sentir bien avec moi-même. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Je dis juste que s'écouter, prendre du temps pour soi, lâcher prise, c'est déjà une bonne chose. Mais pas tenter de refouler et de continuer à avancer tête baissée parce que ça peut aller vers pire et donc vers le burn-out et tout ce qui s'ensuit. Et une personne qui est déjà passée par là, je pense que de toute manière, les plus grands déclics de la vie se font très souvent par la douleur. Alors, encore une fois, on en revient à ce que je t'ai dit. Moi, le vrai déclic, ça s'est fait quand j'étais enceinte, donc c'est un événement. Il y a d'autres personnes qui vont avoir un accident, d'autres personnes qui vont avoir une maladie, et un divorce, une séparation, plein de choses. Et en général, c'est dans ces moments où tu touches vraiment tes profondeurs qu'il y a quelque chose qui se passe et que le corps te dit ok, maintenant c'est soit tu coules vraiment, soit tu prends le dessus et on essaye de tout changer et on repart à zéro et on essaye de créer quelque chose de beau pour toi. Donc je pense qu'il faut écouter ça, s'écouter soi et prendre le temps de se réapprendre en fait, de se connaître. Parce qu'encore une fois, la société fait en sorte aussi, dans son schéma, de faire en sorte qu'on ne se connaisse pas, qu'on soit complètement déconnecté de qui on est pour pouvoir comme ça avancer tête baissée, métro, boulot, dodo, travailler, ne pas s'occuper de soi, ne pas s'occuper de... Et je pense que se réconcilier avec soi-même, prendre le temps de se poser, de prendre un petit carnet, d'écrire ce qu'on aime, ce qu'on apprécie, ce qu'on n'apprécie pas, ce qu'on aimerait faire, quels sont nos rêves, quelles sont nos visions notre vision pour nous dans 3 ans, dans 5 ans, qu'est-ce qu'on aimerait faire, qu'est-ce qu'on peut faire petit à petit, quels sont les petits pas qu'on peut faire
pour aller vers cette vision-là. Et je pense que la vie t'aide, quoi qu'il en soit, lorsque tu prends le temps de l'écouter. C'est ça. Lorsque tu prends le temps d'écouter tes émotions, tes sentiments, et ben la vie te donne un coup de pouce. Mais il faut vraiment être à l'écoute de tout ça et y aller progressivement, petit à petit. Pour 2022, je vous souhaite réellement de prendre soin de vous écouter, de prendre du temps pour vous, aller marcher, aller vous balader en forêt, aller faire des choses, tout ce que vous vous êtes interdit, pour toutes celles qui ont envie de faire de la danse, qui ont envie de s'éclater, allumez la musique, mettez ça à fond, allez vous inscrire à un cours de danse, dansez, chantez, éclatez-vous, amusez-vous. Je pense que voilà, il faut rester dans cette énergie positive et surtout éteignez vos télés. Voilà. Merci beaucoup Sonia, franchement, c'était très très enrichissant. Merci à toi, vraiment ça m'a fait plaisir. À très vite et puis au revoir. Voilà, c'est tout pour cet épisode et encore, en réalité, il y a une petite partie que je vais publier par la suite sur Instagram et sur YouTube. Donc on reste connecté pour que tu puisses avoir la suite de cet épisode où Sonia va nous parler surtout de comment mettre du positif dans sa vie, comment elle fait en sorte que le négatif du quotidien ne l'impacte plus. Et en fait, sinon ça allait faire un épisode d'1h30. Je me suis dit c'est trop lourd en une seule fois. Donc voilà, il y a une partie qui sera directement publiée sur les réseaux. Mais en tout cas, j'espère que son parcours, son témoignage, et franchement, elle a été plus qu'authentique, elle a été plus que sincère avec nous, elle a été très honnête. Je trouve que son témoignage, il était plus que transparent. Donc j'espère que ça t'a motivé, ça t'a donné envie de t'écouter un peu plus et de faire confiance à ton instinct, à tes tripes. Alors certes, il y a des personnes qui sont qui fonctionnent vraiment à l'instinct. Il y en a qui écoutent leur trip plus que tout. Et puis, on n'est pas tous comme ça. Il y en a qui sont plus analytiques, ils ont besoin de faits, de résultats, de statistiques. Mais dans tous les cas, on reste humain. Et donc, le corps, il va quand même envoyer des signaux, il va envoyer des petits messages. Restons à l'écoute parce qu'en réalité, si on s'écoute, franchement, on est plus à même de prendre les bonnes décisions pour nous. Et donc, soit d'éviter le burn-out, soit mettre les bonnes actions en place pour rebondir et puis reprendre une vie épanouie parce que c'est à la portée absolument de toutes. En tout cas, si tu veux soutenir le podcast, tu peux me laisser 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast, tu peux me laisser un avis pour que je puisse le lire aux prochains épisodes. Et d'ailleurs, cet épisode, c'est la première version que tu peux trouver en vidéo sur YouTube. Donc, n'hésite pas à rejoindre la team de YouTube, à t'abonner, à laisser un like, un commentaire. Ça fait vivre en fait le podcast en le rendant plus accessible. Puis dans tous les cas, tu peux partager le podcast un peu partout autour de toi. Sinon, écoute, on se capte sur Instagram pour continuer à papoter. Et d'ici là, je te dis, booste ton feeling good.